Dimanche 5 avril 1992, Sylviane Casse, 40 ans, est froidement abattue chez elle de 3 balles dans le thorax. Donc on pense immédiatement à des cambrioleurs qu'elle aurait surpris. Mais rapidement, son mari est soupçonné d'avoir commis le meurtre. Et le lendemain ou 2 jours après, il a été voir son agent d'assurance pour toucher l'assurance vie. Les 4 enfants du couple sont interrogés. La police lui a vraiment dit « c'est ton père qui a tué ta mère, t'as vu ce qu'il montrant des photos d'elle dans sa marque de sang, t'as vu ce qu'il a fait ?» André Casse clame son innocence. Mais t'as foutu ma vie en l'air. Mis en examen, puis incarcéré, sa personnalité provocatrice dérange. Ce genre de personnage ne suscite pas une grande sympathie de la part des enquêteurs ou de la justice la plus classique. Il y avait juste une grande gueule, une grosse bagnole, une très grosse maison, si mes souvenirs sont bons, et un appétit sexuel un peu voyant. Après presque 3 ans de détention, André Casse est innocenté. Il y a un surveillant qui me vient et qui me dit « André, prépare ton pactage, t'es libre ». Un individu extrêmement violent est alors soupçonné du meurtre de Sylviane Casse. Il avait fait preuve d'actes de violence très appuyés, et notamment sur des femmes. Maintenant, il faudrait vraiment avoir le dossier final et savoir pourquoi on a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes à Anneville-en-Bourville, petite commune de Normandie située à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Le 5 avril 1992, Sylviane Casse, une mère de famille de 40 ans, est retrouvée morte chez elle. Son meurtre a été pour son mari et ses 4 enfants le début d'un long cauchemar. Au chagrin du deuil est venue s'ajouter la souffrance engendrée par les investigations des enquêteurs. Aujourd'hui, l'auteur du crime n'a toujours pas été identifié. Plusieurs pistes sérieuses ont pourtant été creusées. D'espoir en déception, retour sur une affaire non élucidée. Il fait beau en Normandie ce dimanche 5 avril 1992. À Anneville-en-Bourville, Sylviane et André Casse profitent de cette journée de repos avec leurs 4 enfants, Nathalie, Julien, Jérôme et Aurélien, le petit dernier. C'était une journée tout à fait classique. Le matin, j'étais allé jouer au tennis avec Sylviane. On était rentrés, on avait déjeuné à la maison et avec les enfants, et au dernier moment on s'est dit tiens, si on allait au cinéma. Et les enfants trouvaient qu'il était bonne et nous sommes habillés pour partir tous. Mais brusquement, Sylviane change d'avis. Au dernier moment, Sylviane, nous a dit je ne viens pas. Elle donne un prétexte, nous on insiste, mais il fallait y aller puisque c'était l'heure du cinéma. Il est 15h30 quand André Casse et les enfants quittent en voiture la grande propriété pour rejoindre le cinéma du centre commercial Saint-Sever de Rouen. Ils doivent franchir la Seine, au bac du Clair. Les enfants se réjouissent de découvrir le dernier film de Spielberg. Aller voir Hook, évidemment, c'est un film, un grand spectacle, voilà, ça intéressait tout le monde. C'était l'archétype du type de cinéma familial qu'on pouvait tous aller voir. 25 km et 40 minutes plus tard, la famille prend place dans la salle 7 du complexe cinématographique. C'est très joyeux l'ambiance parce que ce sont des gens vraiment très soudés et qui aiment bien rire ensemble, passer des bons moments en famille, partager des choses, donc par exemple une séance de cinéma. Il est 16h15, le film commence. 2h24 minutes plus tard, les lumières de la salle se rallument. La famille rentre chez elle. On vient de voir un film, tout le monde en a plein les yeux et donc au retour, on raconte le film, qu'est-ce qui t'a marqué toi, qu'est-ce qui t'a fait rigoler, etc. Donc c'est très vivant. La petite troupe franchit le grand portail de la propriété vers 19h10. Les enfants sont pressés de raconter le film à leur mère. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est que sa voiture n'est pas là. Voilà, sa voiture n'est pas là, donc je me dis tiens, elle est sortie, bon. En entrant dans la salle à manger, légèrement en désordre, André Casse remarque également que le sac à main de sa femme est renversé sur la table. Sur le coup, ça me trahit pas plus que ça parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a dû partir rapidement, qu'elle a cherché quelque chose dans son sac, qu'elle a pris un autre sac, elle en avait toute une collection et qu'elle l'a vidé comme ça sur la table pour chercher quelque chose. Mais Jérôme, âgé de 11 ans, s'inquiète. Sa mère ne laisse pas traîner ses affaires comme cela normalement. Jérôme donc appelle sa mère qu'il ne voit pas dans les normes du living room qu'il y a en bas et ni dans la cuisine, et donc il appelle, pas de réponse, etc. Il monte l'escalier qui mène donc aux chambres. À l'étage, Jérôme hurle. Il a vu sa mère, il a crié et puis ensuite voilà.
Après, ça a été très difficile. Sans doute le moment de ma vie qui était le plus difficile. Sylviane Cass gît dans une mare de sang. 3 plaies sont visibles sur sa poitrine. Elle a une carabine sur elle, comme si cette arme était retombée sur elle, et un fil de téléphone enroulé autour du cou. Nathalie, la fille aînée âgée de 21 ans, appelle les secours. Les gendarmes de la brigade territoriale de Duclair arrivent sur les lieux à 19h50. Rapidement suivis des enquêteurs de la section de recherche de Rouen et de techniciens en identification criminelle. Le médecin du village, également présent, constate le décès de Sylviane Cass. Mais à l'instant, vous pensez à rien. Vous pensez juste à elle n'est pas là, elle est morte, quoi. Et c'est la douleur qui monte. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. D'abord, vous n'avez pas envie de réfléchir. Le travail des enquêteurs commence. À l'entrée de la chambre à coucher parentale, le corps de Sylviane Cass repose sur le dos. La mère de famille de 40 ans est vêtue d'un survêtement. Elle est pieds nus et ne porte aucun bijou. La carabine Winchester calibre 22 long rifle, posée sur son abdomen, est mise sous scellé. Les 4 douilles retrouvées à côté du corps également. 2 impacts de balles sont visibles dans un des murs de la pièce. André Cass prévient immédiatement les gendarmes que la carabine lui appartient. On avait une Winchester parce qu'on avait un bois avec 4 hectares et demi. Et donc on tirait certainement pas sur les animaux parce que Sylviane, ça l'aurait complètement énervé. Et c'est aussi une arme qui est intéressante, évidement, qu'être cambriolage. Seuls Sylviane et André Cass savaient que l'arme était cachée en haut d'une armoire de leur chambre. Le fusil était en hauteur, donc on avait fait tout pour éviter que les gosses veuillent jouer aux cow-boys et aux indiens et se tirent dessus, quoi. J'ai pensé sur le coup qu'elle avait dû prendre la carabine pour essayer de se défendre et que ça avait mal tourné. Parce qu'elle tirait très bien. Elle tirait très bien. Des recherches de résidus de poudre sont effectuées sur les mains de la victime. Les gendarmes constatent que le fil qui entoure son cou est le câble d'un téléphone situé à l'entrée de la chambre à coucher. Ils notent que la pièce a été fouillée, les tiroirs ouverts et inspectés. Donc on pense immédiatement à des cambrioleurs qu'elle aurait surpris. Des recherches d'empreintes digitales sont effectuées sur les meubles. En progressant dans l'immense maison de 700 mètres carrés, les gendarmes découvrent au sous-sol les chaussons de Sylviane Cass. Ils prélèvent du sang afin de l'envoyer pour être analysé. Pour André Cass et ses enfants, c'est l'horreur. Ils assistent impuissants au travail des enquêteurs. Ils ont posé des questions, ils ont fait des prélèvements sur les mains pour voir si on n'avait pas de poudre. Enfin, ils ont fait toutes les vérifications pour voir déjà si c'est pas moi qui aurait tiré sur Sylviane. Les gendarmes ont fait tous les prélèvements techniques sur nous qu'il fallait faire, quoi. L'origine criminelle du décès ne fait aucun doute, car la victime a reçu 3 balles dans la poitrine. Ça a été pour moi un choc que je ne soupçonnais pas. Je ne soupçonnais pas à quel point je tenais à elle. En général, on ne sait jamais à quel point on tient aux gens. C'est quand d'un seul coup vous en êtes privé que vous vous rendez compte de l'immensité du vide que ça représente, quoi. Et là, c'était très difficile, vraiment. Il fallait oublier que je ne la verrais pas le matin, quoi. Voilà. Ah, c'était difficile, vraiment. Remarque, les premiers éléments d'enquête permettent d'établir avec certitude le créneau horaire pendant lequel Sylviane Cass a été tuée. Le meurtre a été commis entre 15h30, heure à laquelle la famille part au cinéma, et 19h10, heure à laquelle elle rentre. Oui, cette précision horaire est un atout important pour la suite de l'enquête. Ça réduira les vérifications à faire quand il y aura des suspects et ça les rendra plus fiables. C'est en effet plus facile de conforter ou d'infirmer un emploi du temps, un alibi, quand les créneaux horaires sont à la fois précis et resserrés. Sans attendre les résultats des expertises balistiques, les enquêteurs savent déjà que l'arme du crime est la carabine 22 long rifle de marque Winchester qui a été retrouvée sur le corps de la victime. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi le tueur ne l'a-t-il pas emporté avec lui ? Bien, d'une part, il s'agit d'une arme longue et encombrante, et d'autre part, il s'agit d'un élément incriminant. Le tueur sait très bien que si cette arme est retrouvée en sa possession, ça sera la preuve de sa participation à cet homicide. Comme je pense qu'il portait des gants, il sait qu'il n'a pas laissé ses empreintes sur cette arme, il a donc tout intérêt à la laisser sur place.
Les enquêteurs retrouvent 4 douilles près du corps de la victime, mais ils savent que 5 coups de feu ont été tirés, car en ouvrant la culasse de la carabine, ils ont découvert une douille percutée qui n'a pas été éjectée. 5 coups de feu ont effectivement été tirés. 3 impacts sont visibles sur le torse de la victime et 2 impacts sont visibles sur le mur de la chambre. Est-ce que vous pensez, comme André Casse, que sa femme a d'abord cherché à se défendre en tirant sur ses agresseurs? Oui, je pense qu'effectivement, elle a cherché à les mettre en fuite en s'emparant de la carabine qui, je vous le rappelle, était cachée en haut de l'armoire et qu'elle a tiré à 2 reprises en leur direction. La piste du cambriolage qui a mal tourné est immédiatement envisagée par les gendarmes. La voiture de Sylviane Casse a disparu, son sac à main a été découvert renversé sur la table du salon et des meubles ont été fouillés. Est-ce que vous partagez l'avis des enquêteurs? Oui, ça présente toutes les apparences d'un cambriolage qui a dégénéré. Mais il faut se méfier des apparences, il faut se méfier des certitudes. J'ai déjà vu des scènes de crime maquillées pour égarer les enquêteurs. On ne peut pas s'empêcher de penser que si Sylviane Casse n'avait pas eu d'armes chez elle, les choses auraient été bien différentes. Garder une arme chez soi, c'est plus dangereux qu'efficace. On risque 2 choses. D'une part, si on tire sur un cambrioleur qui n'est pas armé, on risque de graves poursuites judiciaires. D'autre part, si on ne tire pas, on risque de se faire désarmer. Et puis Arnaud, garder chez soi une arme chargée quand on a des enfants, c'est totalement irresponsable. Je me souviens que quand j'étais en fonction, quand je rentrais chez moi avec mon arme, je la vidais de son contenu, je la plaçais dans un endroit inaccessible et je gardais par-devers moi les munitions. Pour en revenir à notre affaire, les gendarmes poursuivent leur constatation à l'intérieur de la grande maison de la famille Casse, mais également à l'extérieur, dans le parc de la propriété. Ils ne trouvent aucun autre indice permettant d'orienter les investigations. C'est alors qu'une information essentielle leur est transmise. Le véhicule de Sylviane Casse, qui avait disparu, a été retrouvé sur le parking d'une cité située à une trentaine de kilomètres. Des gendarmes de la brigade territoriale de Duclair se transportent immédiatement sur les lieux, à Saint-Étienne-du-Rouvray, sur le parking de la cité du Château-Blanc. À leur arrivée, 3 témoins racontent avoir vu un homme abandonner le véhicule et partir en courant. Les enquêteurs inspectent la berline de luxe et constatent immédiatement que la jauge du réservoir est sur 0. Le tueur s'est arrêté en panne d'essence, là où la voiture a été retrouvée. C'était donc pas une décision de repli stratégique, c'était un abandon. Dans l'habitacle du véhicule, les gendarmes font une découverte très importante. Dans la BMW abandonnée, on retrouve des tableaux et puis de l'argenterie et aussi des dossiers au nom d'André Casse. Les investigations effectuées dans la voiture ne permettent pas de révéler d'empreintes digitales. Les gendarmes entendent les témoins et établissent avec eux un portrait robot. Le voici, celui d'un homme âgé entre 25 et 28 ans, à la peau mate et aux cheveux ondulés. Cet individu portait des gants et des lunettes de soleil. Il est évident que l'intérêt de dresser un portrait robot de la personne qui sort de la voiture, c'est qu'elle a nécessairement participé au moins au cambriolage, puisque la voiture était devant la maison, c'était celle de Sylviane Casse, et par ailleurs que cette personne a probablement forcément connu l'assassin, si elle n'est pas elle-même l'assassin. Pour les gendarmes, la piste du cambriolage qui a mal tourné est sûrement la bonne. D'autant plus que l'immense propriété de la famille Casse a tout pour attirer les voleurs. C'est une villa un peu tape à l'œil, très, très grande, très moderne, 700 mètres carrés, beaucoup d'équipements, il y a une piscine, il y a des volets électriques, enfin, c'est assez chic, donc c'est vraiment le genre d'endroit où des cambrioleurs peuvent essayer évidemment de récupérer du matériel, des tableaux, des bijoux, voire du cash. Les enquêteurs tentent d'identifier l'homme du portrait robot. Ils attendent également avec impatience les conclusions de l'expertise médico-légale. L'autopsie est pratiquée le 6 avril 1992, le lendemain du meurtre, au CHU de Rouen. L'examen externe du corps apporte plusieurs informations. Première lésion qu'on va voir, bien sûr au niveau du cou, il y a une marque de sillon qui évoque l'utilisation donc du lien de strangulation. Sans aucun doute, le fil téléphonique qui a été retrouvé autour du cou de la victime. Derrière le cuir chevelu, un hématome et une plaie saignante, donc une contusion crânienne avec une plaie du cuir chevelu qui a saigné de façon abondante. Le légiste apporte une précision essentielle. Cette lésion-là n'est pas suffisante pour avoir occasionné le décès. Elle va occasionner sans doute une perte de connaissance. Traumatisme crânien plus perte de connaissance. Ou un moment d'amnésie ou
de personne qui va être groggy, sonné, mais qui est ensuite capable d'avoir suffisamment de force pour se relever, se bouger, se mobiliser, et donc changer de lieu. Sur la partie droite du dos, le médecin légiste note également la présence d'une abrasion cutanée horizontale. Pour le légiste, ces lésions pourraient avoir été causées par une chute dans un escalier. Le médecin poursuit son examen. Sylviane Casse a reçu 3 projectiles d'armes à feu, dont 2 ont perforé le cœur et les poumons. Les analyses balistiques démontrent avec certitude que l'arme du crime est bien la carabine retrouvée sur le corps. J'ai déterminé que ces projectiles provenaient bien de cette arme en comparant les traces de rayures par rapport à une balle provenant d'essais que j'ai effectué moi-même avec la carabine. Donc aucun doute, c'est bien cette arme qui a été utilisée. La victime a été atteinte de 3 projectiles à la poitrine, dans une zone relativement réduite, puisque la zone qui circonscrit les impacts mesure 1 cm de large sur 9 cm de haut. En combinant les conclusions médico-légales avec leurs constatations sur la scène de crime, les enquêteurs ébauchent un scénario des faits. Surprise par son ou ses agresseurs, Sylviane Casse a été poussée dans les escaliers de la cave. Le ou les cambrioleurs auraient alors commencé à fouiller la maison. Mais la victime serait remontée chercher sa carabine pour se défendre. Était-elle en mesure de viser correctement sans se mettre elle-même en danger? Elle vient de subir un traumatisme crânien et la finesse de son jugement peut être mise en cause. Mais qu'elle puisse faire des actes réflexes comme prendre une arme et tirer à peu près dans la direction des auteurs, c'est tout à fait possible. Les analyses des tamponnoirs ont permis de mettre en évidence des résidus de poudre sur les mains de la victime. Il est donc certain que Sylviane Casse a tiré. Et c'est là où la lutte a dû s'engager. Elle a tiré, mais elle a tiré pour faire peur. C'est alors que Sylviane Casse aurait été violemment désarmée. Mais elle n'avait pas vu arriver le second, qui est arrivé dans son dos, qui a arraché le fil du téléphone, qui lui a glissé le fil du téléphone dans le cou, qui a serré. Elle a dû se protéger pour préserver sa vie, lâcher le fusil, etc. L'autre délinquant en face s'est emparé du fusil. C'est à ce moment-là que Sylviane Casse a été froidement abattue de 3 balles dans le thorax. On peut même imaginer qu'une dernière a été une sorte de coup de grâce, puisqu'elle a dû être à bout touchant, donc tirer véritablement sur une victime agonisante ou inconsciente, ou déjà très très grièvement blessée au moment où elle reçoit ce tir. Une dernière balle à bout touchant, comme une exécution. Le meurtre dont a été victime Sylviane Casse est particulièrement sauvage. Les éléments matériels ne permettent pas de savoir pourquoi l'agresseur a tiré à 3 reprises sur la victime, sachant qu'un seul coup suffisait à la mettre hors de combat. Cet acharnement montre bien effectivement une personnalité avec un côté psychopathique derrière. Une partie en tout cas de cette personnalité est sur ce trait. Les résultats des analyses effectuées sur la scène de crime sont transmis aux enquêteurs. Le sang prélevé dans la maison est celui de Sylviane Casse. Elle n'a donc pas blessé son ou ses agresseurs. Une empreinte palmaire incomplète a pu être révélée sur un meuble de la chambre. Mais la comparaison avec les empreintes inscrites au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, ne donne rien. En l'absence d'éléments matériels permettant d'orienter les investigations, les gendarmes vont tenter de remonter la piste des objets volés. Plusieurs bijoux de Sylviane Casse ont été dérobés le soir du meurtre. Une dizaine de tableaux également. Seuls 2 ont été retrouvés dans la voiture. Ses coffres à bijoux ont disparu. Elle avait des coffrets à bijoux qui étaient remplis. Les coffrets ont disparu. Bon, quoi d'autre on avait tellement de toiles et de tableaux à la maison. À la maison, c'est 700 mètres carrés habitables. Et on avait un grenier où il y avait un stock important. Les enquêteurs s'intéressent à la cité dans laquelle la voiture de Sylviane Casse a été abandonnée. Et très vite, plusieurs témoignages les mettent sur la piste d'un homme au profil très intéressant. C'est un type qui a fait un peu de recel de bijoux. Donc c'est la première piste qui sera suivie.
Une perquisition au domicile du receleur est organisée et plusieurs bijoux à l'origine trouble sont saisis. La police va effectivement retrouver une bague dont Nathalie Cass, la fille de la victime, va dire c'était une bague de maman. Donc évidemment là on se dit elle a été peut-être prise directement sur la victime, on l'a peut-être détroussée. Est-il possible que ce jeune receleur soit impliqué dans le meurtre de Sylviane Cass? Placé en garde à vue, il nie fermement toute implication dans l'affaire. Mais la conviction des gendarmes est faite. Le 5 avril 1992, soit 2 mois après le meurtre de Sylviane Cass, le jeune homme est mis en examen pour complicité de meurtre et immédiatement incarcéré. André Cass apprend alors stupéfait que le jeune receleur est le frère d'un de ses amis. Le frère aîné de la personne qui était un ami à moi et avec qui je faisais du judo. Bon. Mais 6 mois plus tard, alors que tout le monde pense que l'affaire est résolue, coup de théâtre, la mère du mis en examen produit une preuve décisive concernant l'origine des bijoux. Cette femme en fait va être interrogée donc, et va dire non, je les ai achetés en Algérie et j'ai les factures de ces bijoux. Donc la piste va un peu finir dans une impasse. Le juge d'instruction demande alors une expertise des factures d'achat. Les résultats tombent. Ces documents sont authentiques. Aucun élément matériel ne permet maintenant d'incriminer le jeune receleur. Il est remis en liberté. Négard, lorsque le jeune receleur est arrêté, les gendarmes sont persuadés de tenir le coupable. Pourquoi, selon vous, a-t-il été mis en examen pour complicité de meurtre et non pas tout simplement pour meurtre? Sans doute parce que les enquêteurs et magistrats pensent que les faits ont été commis à plusieurs. Souvenez-vous de ce que dit le procureur Arnaud. Selon lui, il y aurait eu 2 individus. L'un qui aurait maintenu Sylviane Cass avec le fil du téléphone enroulé autour du cou, tandis que l'autre en aurait profité pour lui tirer dessus et la tuer. Et dans ce scénario, le premier aurait été le complice du second. Simplement, à ce stade de l'instruction, ne connaissant pas encore l'exacte implication du receleur, il était peut-être plus confortable pour le juge d'instruction de le mettre en examen pour complicité de meurtre plutôt que pour meurtre, en sachant que les conséquences juridiques en termes de peine encourue sont les mêmes. Le complice d'une infraction est puni comme si on avait été l'auteur principal, parce que même si son implication semble être symboliquement accessoire, on considère que sans lui, l'infraction n'aurait pas pu être commise. Finalement, le jeune receleur sera mis hors de cause à la fin de l'année 1992, lorsqu'il va prouver l'origine des bijoux retrouvés chez lui. À partir de ce moment-là, plus aucune investigation ne sera menée à son encontre. Pourtant, il va rester mis en examen. Et ce n'est qu'en juillet 2003, soit 11 ans après, qu'il va bénéficier d'un non-lieu. 11 ans, c'est très long. Est-ce que la loi prévoit quelque chose quant à la durée d'une mise en examen? Non, la mise en examen en elle-même n'est pas limitée dans le temps. En théorie, elle dure tant qu'il existe des charges contre la personne qui en fait l'objet. Et évidemment, dans l'affaire Cass, le maintien du receleur sous le statut de mise en examen paraît choquant. Si effectivement il n'existait plus aucune charge contre lui dès 1992, alors il aurait dû être mis hors de cause plus tôt, bénéficier d'une ordonnance de non-lieu anticipée. Alors pour relancer leurs investigations après l'échec de la piste du receleur, les gendarmes vont maintenant se pencher sur la vie et les habitudes de la victime. Et très vite, ils vont s'intéresser au couple que formaient Sylviane et André Cass. Sylviane Cass a 40 ans et vit avec son mari depuis 23 ans. Ils ont 4 enfants, une vie luxueuse et de nombreux amis. Ce que les gens de Rouen, les Rouennais, connaissent du couple Cass, c'est que c'est un couple assez, comment dirait-on, voyant, assez show-off, un petit peu, donc avec des signes extérieurs de richesse, un peu comme des parvenus, si vous voulez. André et Sylviane ont grandi dans des milieux populaires, sans argent. On s'est connus à 17 ans, on a vécu ensemble presque tout le temps, on était collés l'un à l'autre. On s'est installés ensemble, on avait 19 ans, dans une maison pas terrible, dans un quartier où on n'avait pas de chauffage central, on avait un évier, pas de bac douche, enfin, c'était assez préhistorique. Le couple vit donc sa réussite comme une revanche sociale. C'est un couple qui a réussi dans l'immobilier, mais vraiment de façon très forte. Et donc, il a, lui, en tout cas, fait partie d'un groupe de BTP assez célèbre. Hein, c'est quasi multinational. Grande table, palace, caviar et voyages de luxe. Sylviane et André ne se refusent rien. Dépenser leur argent est un de leurs plus grands plaisirs. Peu importe, le qu'en dira-t-on. Il gagnait trop de blé, il le montrait. Il n'était pas d'une élégance folle. À Rouen, voilà, c'est feutré. Faut plutôt aimer jouer au golf. Et... Donc ouais, il
devait certainement agacer les notables, agacer voilà, la petite communauté. Dans la campagne rouennaise, leur propriété ne passe pas inaperçue. Plus de 700 mètres carrés sur 4 niveaux. Un sauna, une salle de jeu, une salle de visionnage façon cinéma et une piscine intérieure. C'est un couple qui a réussi dans l'immobilier. Donc lui, il a gagné beaucoup d'argent. Elle, Sylviane, elle est dans l'immobilier, elle a une agence d'immobilier et elle a une galerie de tableaux, de peintures dans le centre de Rouen. Sa fortune, André Casse l'a construite à la fin des années 80. Chaque année, sa société Tradi Atlas vend des centaines de maisons individuelles. Je me souviens, ce qui m'avait frappé, c'était les nouveaux modèles de maisons. Avec Porsche, sans Porsche, à étage, sans étage. Enfin, il sortait beaucoup de modèles de maisons. Et il était passionné par son truc, quoi. Franchement, Tradi Atlas, on sentait que c'était son bébé. C'était quelque chose quand même. Hein. Il y avait pas beaucoup de marques sur le marché. Il y avait les maisons Phoenix qui marchaient très bien. Mais Tradi Atlas, au moins sur le nord et l'ouest, c'était une grosse boîte. Hein. C'était vraiment une grosse boîte. Et André Casse n'hésitait pas à se mettre en avant pour vendre ses maisons. Regardez-la. Cette maison, nous venons de la construire. C'est un couple avec 2 enfants qui va en prendre possession demain. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Maison Tradi Atlas, 05 33 33 33. Très satisfait de sa réussite professionnelle, André Casse était également très fier de la beauté de son épouse. Elle était très jolie et elle avait le goût des jolies toilettes, des vêtements. En plus, j'adorais l'habiller. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir une robe sur un mannequin quand elle l'a passée et comment elle était sur elle, de la voir essayer des chaussures, d'avoir essayé des manteaux, de la voir essayer des robes. Et très souvent, je lui achetais moi-même des vêtements. Sylviane Casse est tellement belle qu'on la comparait à une star du cinéma français. Quand elle est devenue blonde, elle ressemblait vraiment de visage à Mireille d'Arc de façon incroyable. Elle était superbe, elle mesurait 1m66. Elle avait 38 de tour de taille. De l'avis de tous ses proches, Sylviane est une mère aimante, une femme agréable, souriante et attentive. Elle pouvait être très drôle, très marrante, très provocante, très sage et coquine. Elle était un mélange de beaucoup de femmes. Mais depuis des mois, Sylviane Casse, selon ses proches, semblait déprimée. Serait-ce parce que sa galerie d'art perdait de l'argent? Elle avait beaucoup de soucis, ses affaires marchaient mal. Elle était déprimée, ça c'est certain. Pour André Casse, la tristesse de sa femme trouvait peut-être son origine dans son enfance. Disons qu'elle avait déjà un secret ou des souvenirs d'enfance qui n'étaient pas forcément drôles et qu'elle n'avait jamais voulu me confier. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi à tout moment. On ne passe pas 23 ans, on ne fait pas 4 enfants avec quelqu'un si on n'est pas sûr de lui. Mais il y a des choses qu'elle ne m'a pas dites. Il y a des secrets, des blessures qu'elle ne m'a pas confiées. Le lendemain du meurtre, les gendarmes recueillent le témoignage d'une voisine qui l'a vu sortir de la propriété 10 minutes à peine après le départ de sa famille au cinéma. Pourquoi Sylviane a-t-elle menti à son mari et à ses enfants? L'enquête a démontré que Sylviane Casse s'est rendue à l'hôtel des Ventes, dans le centre de Rouen. Sa galerie d'art était toute proche. Et elle avait un certain nombre d'objets qui étaient à vendre là-bas, et je présume qu'elle a voulu voir comment la vente se passait et si c'était intéressant au niveau trésorerie pour elle. 3 employés de la salle des ventes ont témoigné de sa présence quelques heures avant son meurtre. Ils n'ont vu qu'elle, et si elle parlait des gens, c'était des gens de la salle ou des gens qu'elle pouvait connaître, mais rien de particulier, quoi. Elle n'était pas venue avec quelqu'un d'autre, une amie, un ami, elle était venue apparemment tout à fait seule. Mais est-elle rentrée seule ensuite? Avait-elle un rendez-vous? Les gendarmes s'étonnent de retrouver des préservatifs dans son sac à main. Est-il possible que Sylviane Casse ne soit pas allée au cinéma avec sa famille pour rencontrer un amant secret? Très vite, en fait, l'affaire va devenir sulfureuse puisque on découvre que c'est un couple assez libre. Sylviane avait un grand nombre de préservatifs qui pouvaient se comprendre parce qu'ils avaient une vie sexuelle assez libérée. Hein. Donc elle couchait avec d'autres gens, elle aimait bien, alors, je ne sais plus comment ils appelaient ça, le coup d'un soir, elle aimait bien ça. Bon, et donc le coup d'un soir, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc il faut bien vous préserver, etc., etc. Sylviane et André Casse vivaient leur amour en toute liberté, sans mensonge ni jalousie. On était des enfants de 68. Voilà. On est des enfants de 68 dans une liberté sexuelle qu'on avait trouvée. On est ensemble parce qu'on est heureux et de temps en temps,
comment dire, changement de pâture réjouit les veaux, et pas que les veaux d'ailleurs. Donc voilà tout. Et là-dedans, ça n'empêchait pas que ma femme m'aimait, que j'aimais ma femme et qu'on aimait nos gosses. Les enfants de la victime, qui préfèrent aujourd'hui ne pas s'exprimer, ont été brutalement plongés dans la vie intime de leurs parents. Au deuil s'ajoutait la violence, de l'impudeur obligée des investigations. Ils avaient effectivement aucune connaissance de la vie plus intime de leurs parents, notamment au plan sexuel, et pour cause. Et malheureusement, toutes ces informations du dossier ont beaucoup fuité, puisque c'était, entre guillemets, un côté un peu folklorique du personnage d'André Casse et de ce dossier. Dans le portrait qui a été dressé du couple Casse, il y a plusieurs éléments qui vont retenir l'attention des gendarmes. Le premier d'entre eux, c'est leur relation décomplexée à l'argent. On l'a vu, ils ont de l'argent, ils en dépensent beaucoup et l'étalent fièrement. Évidemment, les enquêteurs pensent que ça peut être à l'origine du meurtre. Oui, et ça conforte l'hypothèse du cambriolage qui dégénère. D'une part, on le sait, des signes extérieurs de richesse attisent les convoitises. D'autre part, le couple Casse aimait recevoir. Beaucoup de personnes connaissaient donc cette vaste propriété, en connaissaient les accès, les issues, autant de personnes qui peuvent avoir repéré des objets de valeur. L'autre information qui va bien sûr intéresser les enquêteurs, c'est la vie libertine du couple Casse. Ils avaient chacun de leur côté des aventures, sans que cela remette en cause l'équilibre de leur couple. Est-il possible que la vie sexuelle de Sylviane Casse l'ait mise en danger ? Ce que les gendarmes découvrent, c'est que Sylviane Casse avait des relations sexuelles avec des partenaires de rencontre. En revanche, ils ne lui découvrent aucune relation amoureuse durable, ce qui semble exclure le mobile passionnel. Il est bien évident que ce mode de vie sexuel, avec des partenaires qu'on connaît plus ou moins bien et que parfois même on ne connaît pas du tout, est une source de danger. Sylviane Casse a été retrouvée morte habillée d'un survêtement. Selon son mari, jamais elle n'aurait reçu une visite vêtue de la sorte. Est-ce qu'il faut croire les déclarations d'André Casse ? Son mari était tout aussi certain que sa femme était restée à leur domicile parce qu'elle était fatiguée. Or, l'enquête a prouvé que quelques minutes après leur départ, elle s'était rendue dans le centre de Rouen. Donc, vous voyez bien que les certitudes des proches sont parfois sans fondement. Ce métier m'a appris qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre les déclarations de l'entourage de la victime. Donc Jean-Marc, vous n'excluez pas que Sylviane Casse ait pu recevoir une visite l'après-midi des faits ? Ah non, je n'exclus pas, et on peut même imaginer qu'elle soit revenue de Rouen accompagnée de quelqu'un et que ce dernier, après l'avoir tué, soit reparti à bord de sa voiture. L'enquête a établi que les deux chiens qui vivaient habituellement en liberté dans la propriété ont été retrouvés enfermés dans le cellier au moment de la découverte du corps. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Oui, d'autant que les enquêteurs ont également découvert que Sylviane Casse n'enfermait ses chiens que quand elle recevait quelqu'un qui en avait peur. C'est un élément de plus pour envisager l'hypothèse selon laquelle Sylviane Casse aurait reçu une visite. Alors que les gendarmes poursuivent leurs investigations, c'est une affaire traitée par la police et qui n'a rien à voir avec le meurtre de Sylviane Casse qui va bouleverser l'enquête. Le 30 juillet 1993, un peu plus d'un an après le meurtre, un trafiquant de drogue originaire de Rouen est arrêté près de Lille, à son retour d'un voyage express aux Pays-Bas. Dans son sac, cet homme transporte 800 grammes d'héroïne et 200 grammes de cocaïne. Et très vite, pendant sa garde à vue douanière, il va annoncer qu'il a des révélations à faire dans le meurtre d'une bourgeoise, dans l'assassinat de mémoire d'une bourgeoise rouennaise. Donc il dit, j'ai des informations à donner, mais je ne les donnerai qu'à tel inspecteur. Cet inspecteur est en poste à la brigade des stupes de Rouen. Il se rend à Lille pour recueillir les confidences du trafiquant de drogue. Et immédiatement, l'homme balance. Il raconte qu'un docker de Rouen s'est vanté d'avoir tué avec un complice, une bourgeoise rouennaise. Et il ajoute que ce meurtre a été commandité par le mari de la victime. Des déclarations qui ne sont pas hyper précises, mais qui sont suffisamment circonstanciées pour permettre d'identifier clairement l'affaire Casse. Si l'on en croit ce trafiquant de drogue, André Casse aurait payé 2 hommes pour tuer sa femme. 5 jours après ces révélations fracassantes, le 20 septembre, un second dealer est arrêté à Rouen. Entendu par la police, il ne tarde pas lui non plus à dénoncer André Casse. Il va faire des déclarations disant qu'on lui a proposé le contrat, et qui met en cause les mêmes personnes, donc ça crée un écho. Et ça, c'est vrai que c'est redoutable, puisqu'on pense tout de suite que c'est donc vrai. Les accusations des 2 dealers sont donc prises très au sérieux. Ce qui m'a choqué le plus,
c'est que l'on donne autant d'importance à cela, alors que moi j'ai une souvenance des PV de ces gars-là, c'était des accusations très indirectes sur Cass. Ils n'ont pas dit c'est le mari, c'est Cass qui a fait que, etc., etc. Non, ils ont dit des choses beaucoup plus tirées par les cheveux. Ça veut dire que la police a pris ça pour argent comptant. Pourtant, leurs dépositions contiennent curieusement les mêmes détails et les mêmes erreurs factuelles. Selon les deux dénonciateurs, le corps de Sylviane Cass a été retrouvé dans le coffre de sa voiture, ce qui est faux. Les deux dealers se trompent également sur la date exacte du crime, qui a eu lieu en avril, et non pas en septembre 1992, comme ils le disent. Mais les enquêteurs sont tout de même convaincus que ces deux délinquants viennent de leur donner la résolution du crime de Sylviane Cass. Ces deux témoignages vont convaincre le juge d'instruction Thierry Laurent, qui va dire très bien, puisque c'est ça, c'est le mari, c'est évident. Le juge dessaisit les gendarmes et confie l'enquête aux policiers de la brigade des stupes de Rouen. Comme tout juge, il souhaite aboutir dans les meilleurs délais, et donc on dessaisit les gendarmes qui échouent et on saisit ce qui n'est pas courant en matière criminelle, c'est plutôt quand même des services spécialisés en criminels qui s'en chargent, et là on saisit les stupéfiants puisque le tuyau arrive chez les stupéfiants. André Cass devient alors le suspect numéro 1. Un suspect dont la personnalité depuis le meurtre intrigue, agace et choque. Personne jamais n'agit comme ça après la mort de quelqu'un qu'on aime. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Enfin, je me souviens d'un détail, d'ailleurs c'est pas du tout un détail, mais là où est morte sa femme, il a coupé la moquette, il a mis un tapis, parce qu'il y avait une tache de sang. On est toujours absolument sidéré par les réactions qu'il a. C'est un personnage atterrant. Je sais même pas qu'il n'a pas de morale. Je sais même pas s'il n'a pas de morale, il y en a une autre. Il a une morale à lui. Très vite après le crime, André Cass a organisé des fêtes dans sa grande maison. Il se dit à Rouen qu'il s'est bien vite remis du meurtre de son épouse. On sait qu'André Cass a une maîtresse et que assez vite, la maîtresse d'André Cass va venir s'installer dans la maison. Ce qui va faire beaucoup jaser dans la campagne, puisqu'on va les voir et on va se dire « Oh là là, c'est un veuf joyeux, il n'a pas trop de peine avec la disparition de sa femme. » Est-il possible qu'André Cass ait commandité le meurtre de sa femme? Les policiers en sont persuadés. Ils prennent pour argent comptant les dénonciations des deux dealers. Pour eux, le scénario du crime est clair. André Cass a commandité l'assassinat de sa femme, il a recruté des tueurs et évidemment ils devaient partir au cinéma dans l'après-midi, donc ils avaient un alibi, ils étaient au cinéma, et pendant ce temps-là les tueurs se rendaient à la maison, étaient sûrs de trouver Sylviane Cass seule, pouvaient la tuer, et ensuite André Cass leur payait évidemment ce qu'il leur devait. On s'est dit, oh c'est trop beau, on a de la chance, donc ça veut dire que c'est Cass qui est le commanditaire, et partant de là, au lieu de partir des faits et des preuves des faits, on est parti de la personnalité de Cass en disant bah oui, maintenant bien sûr, ça colle bien avec ça, ça colle bien avec ça, ça colle bien avec ça. L'enquête de la brigade des stupes avance à grands pas quand les policiers découvrent ce qu'ils pensent être le mobile du meurtre. Ce que découvre la PJ, qui fait une enquête financière assez pointue, c'est que la situation d'André Cass n'est pas si florissante que les apparences pourraient le laisser penser. Et donc on se dit, sa femme avait des assurances vie, il y avait un pactole à récupérer, André Cass a pu vouloir se tirer d'affaire, le couple existait déjà depuis 20 ans, etc. Peut-être il battait plus de l'aile, et donc il a pu imaginer tuer sa femme pour récupérer l'argent des assurances vie. Un crime, un commanditaire, 2 exécutants et un mobile. Tout est réuni pour ficeler le dossier. Les dénonciations des deux dealers ont totalement bouleversé l'enquête. Comme on l'a vu, elle contenait pourtant de nombreuses erreurs factuelles, ce qui n'a pas empêché le magistrat instructeur de les prendre très au sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc? Eh bien, je trouve ça complètement aberrant. Mais avant de vous dire pourquoi, je voudrais m'élever, même m'insurger contre la décision du juge d'instruction de dessaisir les gendarmes de la section de recherche de Rouen pour finalement que ce dossier atterrisse sur le bureau de la brigade des stupéfiants. La brigade des stupéfiants, Arnaud,
Sa spécialité, c'est d'enquêter sur les trafics de stupéfiants, pas sur les affaires d'homicide. Et puis c'est l'ancien policier qui vous le dit. Les gendarmes, il s'est totalement impliqué dans cette affaire depuis son début. Et en plus, ils menaient leurs investigations de manière tout à fait correcte. Revenons au contenu des déclarations des 2 dealers. Est-ce que vous les auriez prises au sérieux quand vous étiez en fonction? Arnaud, on prend tout au sérieux, mais on vérifie tout. Et là, on s'aperçoit très rapidement que les 2 déclarations comportent des erreurs identiques sur des points essentiels. Elles sont donc sujettes à caution, bien évidemment. On sait bien que dans le domaine des stupes, les mis en cause sont prêts à raconter tout et n'importe quoi pour s'en sortir du mieux possible. Ce que vous nous dites en fait, c'est que c'est une pratique courante. Oui, même les délinquants les plus endurcis sont prêts à balancer parce qu'ils n'ont pas envie de retourner en prison. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu un arrangement entre les dealers et la brigade des stupes de Rouen, un arrangement qui aurait permis aux trafiquants de drogue d'obtenir une peine plus clémente? Oui, c'est une pratique qui existe. Les enquêteurs, qu'ils soient gendarmes ou policiers, ont parfois intérêt à ce que leurs informateurs, leurs indicateurs, leurs tontons, leurs balances, leurs casseroles, leurs honorables correspondants soient plutôt à l'extérieur qu'en prison pour pouvoir continuer à leur apporter des informations. C'est une question de pragmatisme. Dans cette affaire, on sait que le premier dealer arrêté à Lille a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme. Cette peine laisse penser qu'il a obtenu l'indulgence des juges. Est-ce votre avis? La peine maximum encourue pour ce type de trafic, c'est 10 ans de prison. Alors c'est sûr que pour 800 grammes d'héroïne, 200 grammes de cocaïne, ça fait 1 kilo de produits stupéfiants, c'est pas cher payé. Surtout si on sait que le trafiquant a déjà été condamné pour des faits similaires. Quoi qu'il en soit, les déclarations des 2 dealers vont peser lourd dans la suite de l'enquête. Le 8 novembre 1993, près d'1 an et demi après le meurtre, les hommes de la PJ rouennaise décident d'aller chercher André Casse chez lui pour le placer en garde à vue. Les policiers de la brigade des stupéfiants arrivent à toute vitesse, gyrophare et sirène allumée. Ils descendent, ils sont une dizaine. Ils ont une commission rogatoire, donc du juge, donc ils fouillent partout. Pendant que les policiers retournent toutes les pièces de la grande maison, André Casse a une attitude très particulière. Je demande à une employée qui est présente si elle peut me faire griller un steak. Et je mange tranquillement pendant qu'ils sont là en train d'inspecter, car je me dis la journée va être difficile. À l'issue de la perquisition, André Casse est conduit à l'hôtel de police de Rouen. Le début de sa garde à vue lui est immédiatement notifié. Mais dans ma tête, c'est pas grave. Dans 48 heures, dans 24 heures, je suis libre, puisque de toute façon, j'ai rien fait. Donc, Et là, ils commencent à m'expliquer qu'ils ont arrêté les assassins de ma femme. Moi, sur le coup, je les félicite. Je leur dis bravo. Les policiers expliquent qu'ils ont identifié les 2 tueurs. 2 hommes qui auraient été payés pour commettre le crime. Et ils ont dit que c'était vous qui étiez le commanditaire. L'homme d'affaires est abasourdi. Il clame immédiatement son innocence. Il était amoureux de sa femme, tout le monde le disait dans le dossier. Ils étaient assez libres, chacun faisait ce qu'il voulait de son côté, mais ils se retrouvaient tout le temps. La nuit est tombée sur l'hôtel de police. Cela fait maintenant 12 heures qu'André Casse est en garde à vue. Son interrogatoire serré alterne avec de courtes périodes de repos en cellule. Les policiers veulent des aveux. André Casse est révolté quand il découvre que ses enfants, les aînés, ainsi que sa nouvelle compagne, sont également interrogés. Bien sûr que c'est atroce de perdre sa mère, déjà, qu'elle soit assassinée, 2, et de 3, quelques mois après ou 1 an après, qu'on vous dise que c'est peut-être votre père qui est l'assassin. La manière d'ailleurs dont le fils le raconte, que la police lui a vraiment dit « c'est ton père qui a tué ta mère, t'as vu ce qu'elle... » montrant des photos d'elle dans sa marque de sang, t'as vu ce qu'il a fait. C'est épouvantable, c'est franchement épouvantable. Mais les enfants ne craquent pas. Ils confirment les déclarations de leur père. C'est-à-dire que tout le récit sur comment on part au cinéma, qui décide d'y aller, comment leur mère attend la dernière minute pour dire finalement je vous laisse y aller sans moi, tous ces éléments sont des obstacles très forts à la thèse d'un André Casse qui commandite l'assassinat de sa femme. Et dans leur esprit, à aucun moment, leur père peut être coupable. Le lendemain, André Casse est interrogé sur le contrat d'assurance vie de Sylviane. Les policiers savent qu'il a touché plus de 2,5 millions de francs de l'assureur, soit près de 400 000 €. Quand sa femme a été assassinée, dès le lendemain ou 2 jours après, il a été voir son agent d'assurance pour toucher l'assurance vie. Cet argent aurait sauvé André Casse, dont la situation financière au moment du crime est désastreuse. Le couple Casse, même s'il donne l'apparence
d'une grande prodigalité, de disposer de beaucoup d'argent, en fait est en faillite complète. Les policiers découvrent le montant exorbitant des charges fixes d'André et Sylviane Casse. Tous les mois, il faut rembourser 4 500 € pour l'emprunt de la maison et payer 3 000 € pour les frais d'entretien de l'immense propriété. Au terme des 48 heures de garde à vue, André Casse est présenté au juge d'instruction. Il est alors mis en examen pour complicité d'assassinat. Le magistrat lui annonce également son placement immédiat en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen. Changement radical de décor, grandeur et décadence. La prison de Bonne-Nouvelle est une prison très ancienne, totalement inconfortable. Donc là, vous êtes enfermé en moyenne 21 heures sur 24. Vous avez droit à 2 promenades par jour. Et vous êtes à 2 ou à 3 dans une cellule de 10 mètres carrés. Voilà. Et vous avez droit en théorie à 2 douches par semaine, ce qui est assez embêtant au niveau d'hygiène. Pour protéger ses fils, André Casse refuse qu'ils viennent le voir en prison. Ils avaient eu à l'école des copains leur disant « ton père a assassiné ta mère », enfin ce genre de réflexion stupide que les gosses méchants peuvent donner. Donc pour eux, ça a été un cauchemar. Ils ont perdu en même temps tout le confort qui était le leur, et on peut dire toute l'innocence qui était la leur. Donc on peut dire vraiment que la justice les a psychologiquement tous assassinés. Seule Nathalie, l'aînée, vient au parloir chaque semaine. Nathalie qui voulait être juge, qui n'a pas pu être juge à cause de cette affaire, parce que les juges lui ont dit, écoutez, mademoiselle, avec l'affaire qui pend au nez de votre père, vous pouvez peut-être choisir une autre voie, et qui a pris tous ses frères en main. Même le petit frère qui avait que 3 ans, elle s'en est occupée, il l'appelait maman. Et du coup, j'étais vraiment émue par elle, émue par son énergie, sa détermination, et quelque chose d'extraordinairement généreux chez elle. Maître Ben Boili a souvent visité son client en prison. Quand j'arrive en prison, je vois d'abord un homme qui est tout sauf effondré. Tout sauf effondré, qui vous dit des choses comme si on avait une conversation de salon. Quelqu'un qui est très à l'aise. Et quelqu'un qui est too much dans tous les domaines. Il est too much, ce type-là. La détention n'entame pas la confiance d'André Casse, qui au contraire se montre très à l'aise. Je me suis adapté à ça parce qu'on t'adapte à tout. Et que dans la vie, on fait quoi? Si vous pleurez, moi, ma résolution quand je suis rentré en prison, c'était ni de pleurer, ni de me lamenter, ni de donner prise à ce qu'on me faisait. Franchement, l'idée que j'ai, c'est qu'il est très différent de mes autres clients. Ça, c'est une évidence. Tellement il est à l'aise. En général, quand vous allez en détention, vous savez, moi j'y vais beaucoup par définition, et vous rencontrez des gens qui sont mal à l'aise, qui veulent sortir, qui parlent que de ça. Très rapidement, André Casse devient une figure de la maison d'arrêt. C'est un détenu modèle qui sait se faire apprécier. C'était en maison d'arrêt, c'était un juge de paix. C'était un juge de paix, il faisait venir des mecs, il disait « Non, je t'ai vu au parloir, t'avais l'air malheureux, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme te quitte, qu'est-ce qui se passe? J'interviens. » Il écrivait des lettres. Il écrivait des lettres pour les gens, il était l'écrivain public du coin. Le nombre de lettres que j'ai, moi, il me disait, Maître Ben Boili, est-ce que vous pouvez défendre un tel? Moi, je garantirais les honoraires, je les paierai, moi. Parce que vous comprenez, c'est pas normal, etc. Faut virer le juge, faut... Oh, ça n'arrêtait pas. J'étais une espèce de sous-avocat préparant les dossiers avec beaucoup de gens, et j'ai rencontré des personnages truculents, des gens que j'ai bien aimés. Non, c'était assez intéressant. Et en maison d'arrêt, il se faisait respecter. Il se faisait aimer par les gardiens, respecté par les détenus, et donc il était relativement bien. André Casse s'occupe comme il peut. Il participe même à l'atelier théâtre pour monter une pièce de La Biche, une comédie autour du meurtre d'une femme. Jean-Marc, c'est bluffant de voir comment André Casse se montre à l'aise pendant son incarcération. Qu'est-ce que vous pensez de sa personnalité? Oh, c'est vraiment une personnalité hors norme. Malgré tout ce qui l'accable, malgré tout ce qui lui arrive, il fait jamais preuve de ses émotions. Il est toujours en décalage. Alors qu'on fait une perquisition dans sa grande maison, une perquisition, ça peut être impressionnant, il mange tranquillement un steak. Alors qu'il se trouve en prison, univers carcéral qu'il ne connaît pas, il est comme un poisson dans l'eau. Et bien des malfaiteurs endurcis ne font pas preuve d'un tel détachement.
Pendant qu'André Casse est en prison, l'instruction se poursuit. Le magistrat tient son scénario, il n'en démord pas. Pour lui, André Casse a payé 2 hommes pour qu'il tue sa femme. Ces 2 hommes ont également été mis en examen et incarcérés. Et comme André Casse, ils clament eux aussi leur innocence. Oui, et j'ai été très étonné d'apprendre que ces 2 hommes avaient été incarcérés à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle à Rouen, tout comme André Casse. En général, on sépare les protagonistes d'une même affaire, on les place dans des maisons d'arrêt différentes pour qu'ils ne puissent pas communiquer, pour qu'ils ne puissent pas se concerter et forger une version commune, cohérente mais mensongère des faits à présenter au juge d'instruction. On a entendu le procureur dire avec quel empressement André Casse a demandé le versement de l'assurance vie de sa femme. Pour les policiers, cet empressement est la preuve qu'il a fait tuer sa femme pour toucher l'argent de la prime. Est-ce que ce mobile vous paraît crédible? Non, absolument pas, car Sylviane Casse avait fait modifier ce contrat d'assurance vie et André Casse n'en était plus le bénéficiaire. Le bénéficiaire en était une banque auprès de laquelle Sylviane Casse était extrêmement endettée. Et c'est cette banque qui avait demandé la modification de ce contrat qui devait lui servir de caution. Mais comment se fait-il qu'André Casse ait tout de même réussi à toucher l'argent de l'assurance vie? Il s'agit d'une erreur, d'une simple erreur de la banque, et André Casse n'aurait jamais dû toucher cet argent. Si je comprends bien, Jean-Marc, le mobile de ce meurtre ne peut pas être l'assurance vie. Non, absolument pas, car d'une part, André Casse savait que sa femme avait fait modifier ce contrat d'assurance vie et qu'il n'en était plus le bénéficiaire. D'autre part, il ne pouvait pas deviner que la banque allait se tromper. Alors finalement, ce mobile financier, il ne tient plus, et s'il ne tient plus, on se demande bien pour quelle raison André Casse aurait fait tuer sa femme. Pas de preuves, pas de mobile, un mise en examen qui clame son innocence, le dossier d'accusation semble bien fragile. C'est alors que les policiers recueillent 2 témoignages accablant André Casse, celui de sa belle-mère et celui d'une amie de Sylviane Casse. Les 2 femmes disent qu'elle avait peur de son mari, un mari qui, selon elle, faisait tout pour pousser sa femme au suicide. En février 1994, le juge d'instruction organise une confrontation entre André Casse, sa belle-mère et l'amie de Sylviane. Le magistrat veut savoir pourquoi les 2 femmes l'accusent d'avoir souhaité la mort de son épouse. Je les revois encore, elles sont sur le côté droit face au juge. Il y a la belle-mère, il y a la copine, il y a moi et il y a Casse. Et devant, il y a le juge avec sa greffière. Et elles redisent totalement que c'est un homme effroyable, choquant, etc. Les 2 femmes accablent André Casse. Casse ne dit rien. Et puis, Casse regarde sa belle-mère et il lui dit « Mais t'exagères, hein. Tu leur dis pas qu'on a couché ensemble, voyons. » Et vous voyez la belle-mère se défaire, se démonter, et puis gêné. Alors le juge d'instruction, je vous raconte pas, il était lui aux abonnés absents. Et donc, tout à coup, la belle-mère dit oui, c'est vrai, mais il y a longtemps. Obligée d'avouer devant le juge d'instruction qu'elle a eu une relation sexuelle avec son gendre, la belle-mère d'André Casse n'ose plus rien dire. Et puis, la copine a eu la mauvaise idée de vouloir venir à l'aide de son ami. André Casse ne la laisse pas terminer sa phrase. « Oh, ça te va bien, toi. T'as exigé 5 000 francs de moi pour coucher avec moi. Et je les ai donnés, tu te rappelles pas? Moi, j'ai la preuve, je les ai donnés. » Ces échanges étonnants rendent la confrontation totalement surréaliste. Le juge d'instruction et moi, on était totalement hors course. Et c'était Casse qui menait les choses admirablement bien, tout le moins le pensait-il. Il se penchait vers sa belle-mère, il se penchait vers la copine de la belle-mère, et il leur a dit ce qu'il avait à leur dire, il leur a fait dire ce qu'il voulait. Puis après, il était content. Et en sortant, il m'a dit « C'est bien passé, hein? C'est bien passé. » Je suis pas sûr que ce soit bien passé. Vraiment, je ne le pense pas. Effectivement, la personnalité provocatrice d'André Casse ne va plus cesser d'irriter le magistrat instructeur. Dans le cas d'André Casse, comme dans d'autres affaires, il y a un profil, entre guillemets, délit de sale gueule, on va dire, pour faire simple. Quelqu'un qui sort des clous et a une vie considérée comme immorale ou amorale. En l'occurrence, une vie de libertin. Et évidemment, ce genre de situation, ce genre de personnage ne suscite pas immédiatement une grande sympathie de la part des enquêteurs ou de la justice la plus classique et forcément clignote comme étant un individu particulièrement à surveiller. Décontenancé par son suspect, le juge d'instruction ordonne alors une expertise psychologique. C'est d'abord quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui se défend de ce dont on l'accuse, mais qui le fait d'une manière, j'ai envie de dire, un peu provocatrice.
Voilà. Et ça, je pense que ça ne peut que lui desservir. André Casse clame son innocence. Pour autant, il refuse de cacher qui il est vraiment. Il assume pleinement ses relations extra-conjugales. Et il explique sans fausse pudeur que son couple avec Sylviane a résisté à l'épreuve du temps, grâce à leur sexualité sans tabou. Je me souviens d'une phrase qu'il a prononcée, « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Voilà. Et ça, c'est un peu sa philosophie d'existence. Revendiquant, mais vraiment, ses pratiques sexuelles, ses maîtresses, sa vie un peu dissolue. Et ce qui apparaît quand même malgré tout, c'est quand même une forme un peu là aussi de mépris. C'est ce qui m'est apparu en tout cas à l'égard de sa femme, quoi qu'il en dise. Après 3 heures d'entretien, l'expert psychologue rédige son rapport. Un rapport défavorable aux mises en examen. Il y a quand même un certain nombre d'éléments psychologiques qui pourraient faire penser à sa culpabilité. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'ils y font penser qu'il les a commis, qu'il a commis les faits. De nouvelles expertises psychologiques sont ordonnées par le juge. Les experts disent qu'il n'a pas tout à fait le profil ni d'un tueur, ni d'un commanditaire, ni de rien. C'est plutôt un type traversé par une des forces de vie, un goût de la vie extraordinaire. Ce type aime la bonne chair, c'est un jouisseur, etc. Ça ne correspond pas du tout avec le profil d'un mari qui irait recruter des tueurs pour liquider sa femme. Du fond de sa cellule, André Casse clame son innocence et demande à être confronté aux 2 dealers qui l'ont dénoncé. Il devra attendre le 8 juin 1995, soit un peu plus de 3 ans après le meurtre de sa femme, pour que le magistrat instructeur organise enfin cette confrontation. On était dans le bureau du juge, il y avait le juge et sa greffière, et il y avait les 2 qui nous accusaient. Un va dire, moi je ne maintiens pas mes accusations, j'ai dit n'importe quoi, et l'autre va dire, on m'a obligé à signer des accusations que je n'ai jamais pensées. Et donc là on a un problème, c'est que les 2 seuls témoins à charge de ce dossier criminel viennent dire, on a menti, donc il n'y a pas de commandite, donc c'est terminé. Sans ces dénonciations, le dossier contre André Casse est maintenant vide. Son avocat dépose immédiatement une demande de remise en liberté, qui est acceptée le 13 juin 1995. André Casse recouvre alors la liberté, après 19 mois de détention provisoire. Mais le parquet fait appel de cette décision, et la justice ordonne sa réincarcération. Ce sera alors pour André Casse l'occasion d'une nouvelle provocation. Au lieu d'attendre que les services de police viennent le chercher, comme on lui avait dit, il va dès le lendemain à la maison d'arrêt, il convoque les journalistes de Faire 3, il y va, et il sonne à la maison d'arrêt. Et il dit, je viens. On lui dit, mais on n'a pas de mandat d'écrou contre vous, on n'a rien, on n'a pas d'écrou. Ben Molly me disait, surtout pas de presse, pas de médias et tout, et je n'ai fait que ça en m'exposant, en disant, c'est pas planqué que ça va se passer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je vais appeler les gendarmes à Duclerc pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer, mais là, ça fait 2 fois que je me présente spontanément, je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. Là, on est dans Ubu, enfin, je veux dire... Dans ce roman, dans ce truc, la réalité dépasse la fiction. C'est difficile de sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer. Le 12 juillet 1994, les papiers de l'administration pénitentiaire sont enfin prêts. Et André Casse regagne sa cellule de la maison d'arrêt. On me réincarcère, et là, il se passe rien. Mais rien. Le juge dit, c'est pas lui. Mais il n'instruit pas non plus pour essayer de trouver l'autre piste. Il fait plus rien. On voit bien, les gars, dans ce dossier, combien la personnalité et le comportement du mis en cause peuvent avoir une influence sur la conviction du magistrat instructeur. Est-ce le rôle de l'avocat de conseiller son client sur l'attitude à avoir face au juge? Bien sûr, et à plus forte raison que la personne qui est mise en examen, parce qu'elle est poursuivie, parce qu'elle est pointée du doigt, que ce soit d'ailleurs à tort ou à raison, se trouve dans une situation de fébrilité face aux magistrats et aux enquêteurs, et peut donc tout à fait perdre ses moyens et ne plus savoir comment se comporter. Alors l'avocat doit évidemment le préparer à affronter ces moments. Simplement, notre marge de manœuvre est limitée. Si on peut aider la personne mise en cause à s'exprimer plus clairement et plus naturellement, on ne peut en revanche pas l'aider à être quelqu'un d'autre, parce
parce que ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas changer de personnalité. Et c'est sans doute la raison pour laquelle André Casse n'a pas pu faire autrement, en dépit de l'agacement que suscitait sa personnalité, que de rester lui-même. Comment expliquer que la confrontation entre André Casse et les deux dealers qu'il accuse d'avoir commandité le meurtre de sa femme ait eu lieu si tard, près de 2 ans après les dénonciations? C'est en effet assez incompréhensible, d'autant plus quand on sait à quel point une confrontation entre la personne principalement mise en cause et celle qui l'accuse peut être essentielle à la manifestation de la vérité. Il faut quand même savoir que si le juge d'instruction reste inactif ou ne procède pas à certaines investigations qui pourraient être importantes pour la personne mise en examen, celle-ci peut prendre l'initiative de faire des demandes d'actes, comme par exemple et justement une demande de confrontation. Alors après 19 mois de détention provisoire, André Casse obtient sa libération, mais le parquet fait aussitôt appel de la décision de remise en liberté. Concrètement, comment ça se passe? C'est une véritable audience au cours de laquelle chacune des parties fait état de ses demandes sur le sort de la personne mise en examen. Le parquet requiert en général son maintien en détention provisoire et son avocat donne des arguments en faveur de sa libération. Mais attention, la discussion sur la libération ou non de la personne mise en examen ne porte pas sur les faits, mais sur un nombre limité d'éléments, comme par exemple le risque, si elle venait à être libérée, qu'elle fuit et échappe à la justice, qu'elle fasse pression sur les témoins ou encore qu'elle modifie, voire efface les preuves de son implication. Et si à l'issue des débats, les juges considèrent qu'un ou plusieurs de ces risques existent, alors c'est plutôt le maintien en détention provisoire qui sera prononcé. Pourquoi, selon vous, dans l'affaire Casse, le parquet a-t-il fait appel? Le parquet peut choisir de faire appel d'une décision qui ne serait pas conforme à ses réquisitions, c'est-à-dire à ce qu'il aurait souhaité qu'un juge fasse. Et c'est sans doute ce qui s'est passé dans cette affaire. Le juge d'instruction a dû prendre la décision de libérer André Casse à l'encontre de l'avis du procureur, et donc ce dernier a contesté la décision en faisant appel devant la chambre de l'instruction. De retour en prison, André Casse crie à l'erreur judiciaire. Il ne comprend pas pourquoi on continue de l'accuser alors que ses dénonciateurs se sont rétractés. C'est alors que la nomination en août 1995 d'un nouveau procureur de la République va tout changer. Tout juste arrivé dans ses nouvelles fonctions, ce magistrat se plonge dans l'affaire en lisant un à un tous les procès-verbaux de l'instruction. Tous les jours à 6 h du matin, le procureur Joseph Schmitt commence sa journée par la lecture du dossier. Donc j'ai fait transporter le dossier à mon domicile parce qu'il y avait une hauteur comme ça. J'ai lu ça pendant pratiquement 1 mois. Et j'ai relu ensuite encore une fois. Parce que quand je suis arrivé à la fin du dossier, j'étais tellement éberlué que je me suis dit il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai recommencé complètement au début. Le procureur découvre effaré que l'accusation d'André Casse ne repose que sur les dénonciations des deux dealers. Je ne croyais pas du tout à la puissance de ces témoignages. Je me dis tout de suite, je vais sûrement avoir d'autres éléments qui vont venir conforter ces 2 déclarations. Puis voyant que toujours rien venir, je commence à être très préoccupé. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, aucun élément supplémentaire. J'arrive à la fin de la lecture du dossier, il n'y avait que ça. Le procureur Joseph Schmitt demande alors à son adjoint de se plonger dans le dossier. Il me dit, je suis absolument catastrophé. Je ne savais pas que ce dossier était dans cet état. Je ne savais pas qu'il y avait que ça comme élément à la charge de Casse. Il m'a dit, il n'y a rien. Ce dossier est vide. 4 ans après le meurtre de Sylviane Casse, il apparaît clairement que l'instruction menée jusqu'alors est un désastre honteux. Tout était à faire, absolument tout était à refaire. Et reprendre toutes les pistes qui ont été abandonnées par les gendarmes, qui eux avaient été furieux d'être dessaisis de cette affaire, et qui n'ont pas compris cette affaire Casse. Les gendarmes n'ont jamais compris comment on avait pu incriminer M. Casse. Pour le procureur Schmitt, la première chose à faire est de libérer André Casse, dont l'innocence ne fait plus aucun doute. Alors, un soir, je suis en détention, en train de jouer aux échecs, et puis il est 9 h du soir, on tape à ma porte, et il y a un surveillant qui me vient et qui me dit « André, prépare ton paquetage, t'es libre ». Je lui dis « Écoute, arrête tes conneries, j'ai rien demandé, comment pourrais-je être libre ?» Il me dit « Si. » Le 16 octobre 1996, André Casse est enfin libéré, après 34 mois de détention provisoire, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il rejoint le domicile de sa compagne et profite de cette libération surprise pour lui faire une mauvaise blague. Et j'étais dans le petit appartement qui est en rez-de-chaussée, dans le vieux Rouen qu'avait Brigitte,
J'ai tapé à la porte. Elle a dit c'est qui? Je lui ai dit c'est moi. Elle m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est moi, je me suis évadé. Alors qu'André Casse retrouve sa famille, le procureur Joseph Schmitt reprend l'affaire à zéro. J'ai fait donc des réquisitions au juge qui considérait que son affaire était terminée, en lui disant il faut tout reprendre dans ce dossier. Et je lui ai dit précisément ceci, ceci, ceci et ceci. Notamment, il serait intéressant d'aller sur les lieux, ce qui n'a jamais été fait, avec les enquêteurs d'origine, avec le médecin légiste, avec des experts, pour essayer de se rendre compte, quoi. Donc j'y suis allé avec le juge. Et la reconstitution des faits dans la grande propriété va révéler la faiblesse des premières investigations. Et vous savez ce qu'on découvre? Qu'il y avait dans une des cloisons où Mme Casse a été assassinée, il y avait 2 balles que personne n'avait été chercher, qui n'avaient jamais été analysées. Les analyses tardives de ces 2 balles vont alors prouver qu'elles ont bien été tirées par la carabine retrouvée sur le corps de Sylviane Casse. Seule l'arme appartenant à la victime a donc été utilisée pour le meurtre. Pour le procureur, c'est la preuve que le crime n'est pas un assassinat commandité. Le crime a été commis avec l'arme qu'on a trouvée sur place. Comment, dans un crime prémédité, peut-on venir pour assassiner quelqu'un sans arme? Le jour du meurtre, la sortie au cinéma a été décidée au dernier moment. Et personne ne pouvait savoir que Sylviane allait finalement choisir de rester seule chez elle. Quand on entre dans ce dossier, on écarte la possibilité que ce soit Casse avec des complices qui l'auraient mandaté, parce que ça ne tient pas debout. Comment ces complices auraient-ils pu savoir que le moment était venu de se rendre en Anneville, en Bourville? Comment aurait-il pu savoir que Mme Casse serait seule ce jour-là? Je ne vois pas comment. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc on ne pouvait pas prévenir comme ça les gens. Tout démontre que la théorie de l'accusation ne tenait pas debout. Ça ne tenait pas debout. Alors pourquoi la justice s'est-elle obstinée à vouloir accuser André Casse? André Casse, pour moi, il avait un côté Jean-Yann dans les films de Jean-Yann. Le gars qui a de l'argent, qui a une grosse gourmette et puis qui t'emmerde. Ah, puis c'est comme ça. Il avait juste une grande gueule, une grosse bagnole, une très grosse maison et un appétit sexuel un peu voyant. Bon, ça fait pas de vous une ordure, mais si pourtant. Ouais. Pourquoi les enquêteurs et les magistrats n'ont-ils pas été capables de passer outre ces provocations? André Casse, il m'avait dit un jour, alors on était en France, c'était pas encore les euros. Il m'avait dit tant que je serais jugé par des gens qui gagnent 20 000 balles par mois. Il n'avait pas conscience que 20 000 francs par mois, on était peu nombreux à les gagner à l'époque. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, vous savez, monsieur Casse, on a des juges qui gagnent pas ça. Hein. Ah bon? Oh, bah alors là, je suis foutu. C'était l'idée qu'il avait. Et il savait qu'il faisait terriblement envie. Il savait que Ben Boili lui avait dit, faites pitié. Mais c'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse envie tout le temps. Il est très difficile à le définir, à part dire que c'est Strauss-Kahn sans l'intelligence exubérante de Strauss-Kahn. Ne voulant pas dire du tout qu'il est idiot, il est loin d'être idiot. Je crois que c'est le pire ennemi d'André Casse, c'est André Casse, hein. Ça c'est sûr. On ne peut qu'être très impressionné par le travail réalisé par le procureur Joseph Schmitt. Il a repris tout le dossier et a très vite admis que la justice avait fait fausse route. N'égard quel est exactement le rôle d'un procureur de la République? D'une manière générale, le procureur de la République est le magistrat qui représente et défend les intérêts de la société qu'une infraction est venue ébranler. Il doit donc poursuivre le délinquant et lui faire appliquer la loi pénale. Maintenant, dans le cadre d'une instruction, le procureur est considéré comme étant une partie, au même titre que la personne mise en examen et la partie civile, sauf que c'est assez inégalitaire parce qu'en réalité, le procureur a bien plus de pouvoir et de droits que ces dernières. On a le sentiment que le procureur Joseph Schmitt désavoue totalement les orientations d'enquête prises et par son prédécesseur et par le juge d'instruction. On vient de l'entendre nous dire comment il avait fait des réquisitions au magistrat instructeur pour relancer les investigations. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de réquisition peut faire un procureur? C'est très simple, toutes celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Il peut par exemple requérir qu'une expertise soit ordonnée, qu'une audition de partie civile, un interrogatoire de mise en examen, une confrontation ou encore une reconstitution ait lieu.
Est-ce que le juge d'instruction est obligé de suivre ces réquisitions? Non. Et c'est vrai que le mot réquisition laisse penser à une injonction, mais en réalité, c'est le nom donné à la formulation par laquelle le procureur demande au juge d'instruction de prendre certaines mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité. Et en théorie, si le juge d'instruction considère que ça n'est pas le cas, il peut tout à fait refuser de les prendre. André Casse est libéré après avoir passé près de 3 ans de détention provisoire. C'est très long. Est-ce qu'il existe des lois qui fixent la durée maximale de la détention provisoire? Oui, il y a des plafonds. Le principe en matière criminelle, c'est que la détention provisoire ne peut être ordonnée que pour 1 an, mais sous certaines conditions ou encore à titre exceptionnel selon la nature et la gravité des faits reprochés, elle peut être prolongée jusqu'à 4 ans et 8 mois. Et vous voyez, Arnaud, à quel point il est essentiel d'avoir des plafonds. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la détention provisoire est ordonnée pendant la phase d'instruction, c'est-à-dire à un moment où les choses ne sont pas encore parfaitement claires ni établies et où surtout la personne mise en examen est toujours présumée innocente. Et c'est typiquement ce qu'on voit avec André Casse, dont la détention provisoire de 34 mois s'est rétrospectivement révélée absolument injustifiée et donc terrible pour lui parce qu'en réalité il était innocent. André Casse est libéré, mais il reste mis en examen pour assassinat. L'instruction se poursuit. La brigade des stupes de Rouen est à son tour dessaisie et le dossier retourne entre les mains des gendarmes, initialement en charge de l'affaire. Les enquêteurs de la section de recherche de Rouen reprennent à zéro la piste du crime crapuleux. Ils relisent tout le dossier et retrouvent le témoignage d'une femme de ménage de la famille Casse. Cette femme raconte qu'en mars 1992, peu de temps avant le meurtre, un vendeur de lithographie est venu sonner à la porte de la grande propriété. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quelques jours avant le crime, un personnage s'est présenté au domicile des Casse pour essayer d'y vendre une litho. La femme de ménage se souvient d'un homme affable et persuasif. Elle lui a d'ailleurs acheté un tableau. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, est-ce que cette femme de ménage n'a pas, à cette occasion, et parce qu'il sait s'y prendre, donné des informations cruciales, lui permettant de savoir à quel moment de la semaine ou de la journée se rendre chez eux, ce qui devait craindre, des chiens, un système d'alarme ou je ne sais quoi. Et si le démarchage n'avait été qu'un prétexte pour repérer les lieux? Les gendarmes se lancent à la recherche du vendeur de litho. Ils interrogent les habitants d'Anneville-en-Bourville, susceptibles d'avoir reçu sa visite. Mais c'est tout bêtement en retournant le tableau vendu à la femme de ménage que les enquêteurs obtiennent leur premier indice. Au dos du tableau, le vendeur a remercié son acheteuse par une petite dédicace signée de son prénom. Et sur un tampon, les gendarmes découvrent les références de la société pour laquelle ils démarchent. Grâce à ces informations, les enquêteurs réussissent à identifier le jeune vendeur de litho. Et ils apprennent qu'il vient juste d'être incarcéré à Fleury-Mérogis pour vol avec violence. Des vols commis le plus souvent lors de démarchages à domicile. Ce garçon-là était un spécialiste du vol de jour. Et sa méthode, c'était de sonner aux portes. Et si on répondait, il se présentait comme vendeur de tableaux et il entrait. Et il avait fait preuve d'actes de violence très appuyés, et notamment sur des femmes. Le suspect est extrait de sa cellule pour être interrogé par les gendarmes de la section de recherche de Rouen. Il reconnaît avoir démarché dans la campagne rouennaise, fin mars 1992, soit quelques jours seulement avant le meurtre. Mais il ne se souvient pas d'être entré dans la maison de la famille Casse et nie fermement toute participation au meurtre. Les gendarmes sont persuadés de tenir l'auteur du crime, mais aucun élément matériel ne permet de confondre le jeune vendeur de litho. Le juge d'instruction décide alors d'auditionner lui-même le jeune homme. Le 28 septembre 2000, le vendeur de litho est transféré à Rouen pour être interrogé dans l'affaire du meurtre de Sylviane Casse. Le portrait robot du dossier fait grâce aux éléments, aux indications des premiers témoins traînait sur le bureau du juge. Et alors que personne n'a jamais reconnu personne sur ce portrait robot, il va s'insurger en disant c'est trop abusé, on dirait que vous avez fait ce portrait robot à partir d'une photo de moi. Et ce portrait robot décrivait un garçon maghrébin avec un détail qui n'est pas neutre, surtout pour un jour où il n'était pas beau, qu'il avait des lunettes fumées. Or, ce vendeur de litho avait des problèmes d'yeux qui faisaient qu'il portait constamment des lunettes fumées, excusez du peu. Alors ça a ébranlé le juge, mais on n'avait que ça contre lui. Devant le juge d'instruction, le suspect nie une nouvelle fois être impliqué dans le meurtre de Sylviane Casse. Sans preuve, il est impossible de mettre en cause le jeune homme. Cette piste est dans l'impasse.
26 mars 2004, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Cette décision innocente officiellement André Casse, mais elle met fin également à l'instruction sur le meurtre de sa femme. Plus aucune investigation ne sera menée. Dans cette décision, il est demandé que le dossier soit déposé au greffe du tribunal pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles. Autrement dit, l'affaire est classée. Mais quelques mois plus tard, une journaliste va tenter de réveiller l'enquête. En 2005, la journaliste Dominique Torres réalise un documentaire sur l'affaire Casse. La piste du vendeur de Lito lui semble vite être la plus plausible. Elle recueille alors le témoignage de l'ex-petite amie du jeune homme. Et cette jeune femme dresse le portrait d'un homme ultra violent. La petite amie de ce monsieur avait 14 ans à l'époque où elle sortait avec lui, déjà. Et comme sa mère voyait que ce garçon n'était pas très fréquentable, je crois qu'il devait en avoir 20, lui, ou 18 ou 20, elle lui avait dit « je veux plus que tu sortes avec lui ». Et il est quand même monté, dit-elle, elle nous le raconte, avec un pistolet qu'il a mis sur la tempe de sa mère, en disant « elle va sortir avec moi et ça va se passer comme ça ». Et voilà. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Dominique Torres poursuit son interview et pose une question qui va tout relancer. Est-ce qu'il t'a parlé de quelque chose comme ça qu'il aurait fait pendant cette période? Il dit qu'il a buté une vieille. Il dit qu'il a buté une vieille. Et si la vieille désignait Sylviane Casse? Elle avait 40 ans au moment du crime. Déjà vieille, sans doute, pour le vendeur de Lito, qui n'avait que 19 ans seulement. Nous avons filmé ce qu'elle disait et on a tout donné au procureur. Le suspect est de nouveau convoqué chez le juge d'instruction. Mais cette nouvelle audition n'apporte pas d'éléments nouveaux. Maintenant, il faudrait vraiment savoir pourquoi on a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Peut-être tout simplement parce que le temps était passé et qu'on ne pouvait pas vérifier. Il y avait des informations qui ne pouvaient pas être vérifiées. En dépit de forts soupçons, aucun élément matériel ne permet aujourd'hui d'incriminer le vendeur de lithographie. On a un vif regret que ce vendeur de litho n'ait pas provoqué un intérêt plus précoce des enquêteurs et du juge. C'est vrai qu'il était moins sexy que l'abominable André Casse, Casse le libertin, Casse le ruiné, qui fait tuer sa femme par 2 sbires pour récupérer une assurance vie. C'était une hypothèse beaucoup plus valorisante pour un enquêteur, un juge d'instruction. Aujourd'hui, l'identité du tueur de Sylviane Casse reste un mystère. La piste du cambriolage qui a mal tourné est forcément la bonne, mais l'enquête n'a jamais abouti. Elle n'a jamais abouti parce que je crois que c'était une affaire difficile. Vous savez, un crime commis par des rôdeurs que personne n'aperçoit. Même en Ville-en-Bourville, quand vous regardez où est la maison, elle est à l'extérieur un peu du village. Personne n'a rien remarqué. On a essayé de savoir s'il y avait eu des étrangers qui étaient passés, qui avaient été vus. Mais vous savez, les gens vivent chez eux, enfermés. Personne ne sort beaucoup. Personne n'a rien vu. En 2013, le procureur Schmitt, alors à la retraite, a reçu une lettre anonyme. L'auteur de ce courrier affirmait connaître le nom du tueur de Sylviane Casse. Il en écrivait 3 pages. J'ai vu tout de suite que ça correspond, rien ne correspondait du tout à ce qui s'était réellement passé dans le dossier. C'était pure imagination, mais j'ai fait un rapport au procureur général pour lui transmettre cet élément en lui disant comment il m'était parvenu, et je lui ai remis en main propre en 2013. Ce qui fait que maintenant la prescription dans le dossier est repartie jusqu'en 2033. Mais est-il encore possible qu'un jour, le meurtre de Sylviane Casse soit élucidé? On ne pourrait aboutir à cette affaire que si l'un des auteurs s'est dénoncé. Mais en se dénonçant, il faudrait qu'il nous raconte avec précision le déroulement des faits et qu'il nous dise exactement comment les choses se sont passées parce qu'il les a vécues. C'est ce qu'on appelle des aveux très circonstanciés. Jean-Marc, on l'a vu, cette affaire est un vrai gâchis judiciaire. André Casse est resté en prison pendant 34 mois pour le meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis. Pendant toute cette période, ses enfants ont été livrés à eux-mêmes. Nathalie, l'aînée, a dû s'en occuper sans que les services sociaux n'interviennent. Et l'instruction menée n'a pas permis d'identifier le tueur. Oui, et tout ça à cause de la dénonciation sans fondement et intéressé de 2 dealers sans foi ni loi. Ces dénonciations, on les connaît, elles font partie de la règle du jeu. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que le juge d'instruction ait cru à cette fable du crime commandité. Dès le départ, cette hypothèse, elle ne tient pas la route.
Dans cette affaire, l'enquête a d'abord été confiée aux gendarmes, puis aux policiers, puis à nouveau aux gendarmes. Est-ce que vous pensez que cela a eu une incidence sur le déroulement des investigations ? C'est évident que ces changements de service au cours d'une même enquête, au cours d'une même instruction, ne peuvent être que contre-productifs. Le service saisi en second cherchera toujours à se démarquer de ce qui a été fait initialement, quitte à occulter certains éléments. Là, on voit bien que les axes initiaux d'enquête étaient les bons. Donc pour vous, la piste du cambriolage qui a mal tourné était la bonne? Oui, c'est encore clairement la plus crédible. Pour moi, la piste du vendeur de lito, elle sentait bon. Elle sent même encore bon. Est-ce que vous pensez, comme le procureur Schmitt, que seuls les aveux spontanés de l'auteur du meurtre permettraient aujourd'hui d'élucider le crime? Je serais moins restrictif que le procureur Schmitt. Je pense que même des années après les faits, les témoins peuvent apporter des informations essentielles que des proches de l'auteur peuvent avoir envie de parler. Dans certaines affaires que j'ai eu à connaître alors que j'étais en activité, dans d'autres que nous avons traitées dans le cadre de cette émission, non élucidée, on l'a vu. Les chemins qui permettent de parvenir à la vérité sont parfois imprévisibles. Cette affaire, elle fait honte, elle doit faire honte aux avocats, moi le premier, aux policiers, aux magistrats, aux parquetiers, elle doit faire honte. Parce que dans le dossier Casse, il y a tout ce que l'on ne doit jamais faire. Le procureur Joseph Schmitt a dit à André Casse combien il regrettait toutes les erreurs commises dans ce dossier. Eh bien oui, il fallait bien que quelqu'un présente ses excuses à M. Casse. On a brisé sa vie. On l'a vraiment brisé, sa vie. Ça a foutu ma vie en l'air. C'est-à-dire qu'économiquement, c'était fini. Les banquiers ne voulaient plus me financer quoi que ce soit. Hein, comment en 96, 97, 98, 2000, je pouvais me faire financer par les banquiers? Et ensuite, j'étais trop vieux. Et donc, toutes les affaires que j'ai pu faire après ont été très difficiles. En décembre 2007, la Commission nationale de réparation de la détention a indemnisé André Casse, incarcéré à tort pour un crime qu'il n'a pas commis. 105 000 euros. 105 000 euros plus 70 000 pour les dommages moraux. Pour 3 ans de prison, une vie gâchée, le destin des gosses qui était brisé pour ceux que je n'ai pas pu accompagner dans des études supérieures comme je l'ai fait pour le premier et la dernière, pour avoir goûté les jours de la prison pendant 3 ans. Cela fait 26 ans que Sylviane Casse a été tuée. 26 ans que son mari se reproche d'être allé au cinéma sans elle. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris ma femme par la taille et lui avoir dit tu montes. Ou alors d'avoir dit aux enfants allez-y tout seul. Et lui dire qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux. Ah, tu veux la salle des ventes? Eh ben je t'accompagne, on y va ensemble. Les choses auraient été un petit peu différentes. Voilà. Les 4 enfants de Sylviane Casse ont grandi, les petits-enfants sont nés, la vie continue, mais chaque jour, l'absence de cette mère de famille aimante est une souffrance pour tous ses proches. Régulièrement, l'actualité nous apprend la résolution d'un cold case. Espérons qu'un jour, André Casse connaîtra le nom du meurtrier de sa femme. Le voir dans le box d'une cour d'assises n'effacera pas de sa mémoire ses 3 ans d'incarcération à tort, mais lui permettra sans doute d'apaiser enfin sa colère.